Démission, transfuge, gouvernement majoritaire, embrasement au Moyen-Orient. Alors que certains pensent maintenant aux vacances, aujourd'hui, l'heure est au bilan. Les moments forts des 6 derniers mois. C'est l'heure pour moi de m'éclipser. Les Canadiens et Canadiennes qui avaient voté pour d'autres partis dans le passé nous font maintenant confiance pour l'avenir. Les leçons. En vertu de la loi sur la crédité, ce n'est pas 50% plus 1. Les erreurs. Mon leadership est le résultat du 8,3 millions d'électeurs, une grande record. Changement de garde. Le renouveau du Parti libéral du Québec commence maintenant. La chef de la Coalition Avenir Québec et première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette. Unité nationale menacée. Alberta's future will be decided by Albertans. Que faudra-t-il surveiller au cours des prochains mois? USMCA comes up for renewal. I don't know that I'm going to renew it. Et pour bien profiter de l'été, quelques suggestions de vacances pour nos politiciens. Ici Daniel Thibault, dimanche 14 juin. Bienvenue à cette émission spéciale des coulisses du pouvoir, notre bilan de fin de saison. Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Des moments marquants, d'autres que certains voudraient probablement oublier. Sur quoi ou sur qui devrions-nous garder un œil d'ici la fin de l'année? Beaucoup de changements et de surprises aussi au cours des 6 derniers mois. Alors, on va faire un petit retour en arrière et on jette un coup d'œil dans l'avenir avec nos 3 panélistes. Alex, Chantal, Michel, bonjour. 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 Merci d'être avec nous en personne. On va faire la petite revue qu'on aime toujours faire, on a toujours de bons commentaires sur cette émission-là. On va commencer ça dans quelques minutes, mais d'abord, un résumé de l'actualité des 6 derniers mois tel que vu par notre équipe. This is big stuff. 2026, à peine amorcé. Our military successfully captured Maduro in the dead of night. L'administration Trump donne le ton à une autre année de bouleversement. Get the fuck out of Minneapolis. We need Greenland for national security. Bouleversement aussi à Québec. J'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. Au plus bas dans les sondages, François Legault cède à la pression. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec. Mark Carney, lui, au sommet de sa popularité, lance une véritable tournée diplomatique. Le premier ministre brise 8 ans de froid avec Pékin, obtient la levée de plusieurs tarifs contre l'ouverture du marché canadien aux véhicules électriques chinois. À Davos, Mark Carney y va d'un discours coup de poing. If we're not at the table, we're on the menu. Canada lives because of the United States. Remember that. Face à l'hégémonie américaine, Ottawa revoit ses priorités. Le Canada ne peut pas se permettre de rester avec les bras croisés. Et remplit une promesse historique. L'objectif de l'OTAN, c'est le 5% du PIB. Maintenant, nous sommes 2%. Au Moyen-Orient, c'est l'embrasement. Ayatollah Khamenei is dead. Téhéran réplique et ferme le détroit d'Ormuz, bloquant du coup 20% du pétrole mondial. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. L'impact à la pompe est instantané. 95 piastres, hey, wow! Ottawa annonce la suspension temporaire de la taxe d'accise sur l'essence. C'est une mesure absolument temporaire, mais importante. 3 victoires dans des élections partielles donnent finalement à Mark Carney la majorité qu'il espérait. Vous avez renforcé notre démocratie à un moment décisif pour le Canada. Le résultat est décevant, mais il n'est pas du tout gênant. What a result! 87,4%! Malgré un appui fort des délégués conservateurs à Calgary, Merci beaucoup! Pierre Poilievre continue à perdre des plumes Bienvenue! et des députés.
Bienvenue à Londres. Le chef de l'opposition ajuste sa stratégie. We're never going to be the 51st state. I just wish he'd knock that shit off. Le nouveau chef du NPD. À Ottawa, comme à Québec, le paysage politique se redessine. Le retour du NPD commence aujourd'hui. Avi Lois succède à Jagmeet Singh à la tête du NPD. Puis au Québec, le Parti libéral couronne Charles Milliard. Le Parti libéral recommence enfin à rêver. On est officiellement un groupe conservateur, c'est ça? Le Parti conservateur recrute Maïté Blanchette-Vézina, ce qui lui donne finalement un siège au Salon Rouge. Aujourd'hui, on assiste à un tournant politique important au Québec. Le tracé, on le choisit pas pour toi, pas pour ton ego. Au terme d'un duel parfois acrimonieux, Roxane, tu souhaitais qu'il reste ouvert? Pas du tout. J'ai les citations. Elle a vraiment Ça non n'aurait dépasse les bornes. Christine Fréchette devient la seconde chef de la CAQ et la deuxième femme à diriger le Québec. On va déployer une nouvelle énergie, une nouvelle ère commence. Elle s'entoure des mêmes piliers. La ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, la ministre du Travail, de l'Éducation, de la Culture, de l'Agriculture, de la Solidarité sociale. Madame la Première ministre. Mais passe en mode hyperactif. On pourra pas tout changer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va maintenir la cadence. Entente avec les médecins spécialistes. Reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous allez voir les pipines apparaître. Baisse d'impôts pour les PME. C'est 75 000 PME qui vont bénéficier de cette mesure-là. Et plan d'aide contre le coût de la vie. Des dépenses qui préoccupent l'opposition. Utiliser les fonds publics pour tenter d'acheter des votes. Des bonbons électoraux. L'instabilité freine le mouvement souverainiste québécois. Vous avez un président américain qui vient de publier une image de lui qui se prend pour Jésus-Christ. Est-ce que ça suscite pas une certaine anxiété, ça? Et les velléités référendaires de Paul Saint-Pierre Plamondon. On a une fenêtre de 4 ans. C'est long, 4 ans. Pendant qu'en Alberta, l'agenda séparatiste prend de la vitesse, un sentiment qui force Mark Carney à s'ajuster. Ottawa scelle une alliance historique avec Edmonton. Today is a good day for Alberta. Le gouvernement fédéral s'engage à construire un nouveau pipeline vers la côte ouest et à geler la tarification industrielle du carbone. Ce qui est proposé va plus loin que ce que le premier ministre Harper avait proposé à l'époque. C'en est trop pour le champion de l'environnement, Stephen Guilbeault, claque la porte. Entre les négociations commerciales tendues et une élection imminente au Québec, l'été s'annonce chargé et l'attitude imprévisible du président américain pourrait bien perturber les vacances de nos élus. Alors, quel événement a retenu l'attention de cette session ou quel politicien s'est démarqué? Voyons voir ce que l'on a retenu de ce côté-ci de la table. Alex, je commence avec vous. L'événement marquant des 6 derniers mois. J'ai choisi les changements à Québec. Quand même important, je veux dire, la démission d'un premier ministre en fonction et la démission d'un chef de l'opposition officielle coup sur coup. On n'a pas vu ça quand même souvent. Donc, François Legault qui a quitté, Pablo Rodriguez qui a quitté, donc remplacé par Christine Fréchette, puis ensuite par Charles Milliard également. Donc, ça rebrasse beaucoup les cartes à Québec. Là, quand tu as deux partis majeurs qui changent de chef à moins de 6 mois des élections, évidemment, ça rebrasse les cartes. On le voit dans les sondages. Les gens doivent recommencer à magasiner, connaître les choix qu'ils ont devant eux. Donc, ça a changé vraiment la dynamique. Puis là, je parle même pas du fait que, bon, il y a des départs. Gabriel Nadeau-Dubois s'en vient, puis là, il s'en va, puis il y a Robert Gazal qui arrive avec Sol Zanetti. Bref, beaucoup de changements à Québec en peu de temps avant une élection. Donc, je pense que ça change le portrait. Puis on le voit dans les sondages. On voit qu'il y a du mouvement, c'est ça. Les gens magasinent, là. Démission de Pablo Rodriguez, il y en a qui vous diraient, ouais, c'est une démission un peu forcée, probablement. Mais elle est réelle quand même. Mais elle est réelle quand même, effectivement. Chantal? Le changement de statut du gouvernement de Mark Carney, de minoritaire ou majoritaire, pas tant parce que ça change au quotidien la vie du gouvernement. M. Carney, pendant sa première année, a pas mal gouverné avec les coups des franches, mais ça change complètement le calendrier électoral et la dynamique entre les partis. Par exemple, si vous êtes Pierre Poilievre et que vous aviez la vie du gouvernement peut-être entre vos mains entre maintenant et bientôt, c'est plus facile de s'accrocher à son poste que quand il y a un horizon de 3 ans pour arriver à autre chose. Mais même pour Mark Carney, mettons que ses affaires tournent assez mal sur, par exemple, l'ACOM, il y a quand même un horizon assez long pour voir venir, sans se demander, à condition qu'il ne perde pas ses députés en chemin, là, pour voir venir puis se dire, bon, comment est-ce qu'on ajuste tout ça? Pour le NPD qui a changé de chef,
Ça veut dire du temps pour Avi Lewis pour s'installer avant de se retrouver en campagne électorale. Il n'y a pas d'argent, les gens ne connaissent pas. Ouais. Et même Yves-François Blanchet, qui a un peu perdu la balance du pouvoir dans cet exercice-là, je pense que M. Blanchet est content de pouvoir voir venir, laisser passer les élections au Québec, la poussière va tomber, voir où est-ce qu'il se situe en fonction du résultat à Québec. C'est un bon moment, mettons, pour être à l'abri dans le cas du Bloc québécois. Ça donne de la marge de manœuvre un peu à tout le monde, puis ça donne à M. Carney les coudées un petit peu plus franches. Ça donne de la marge de manœuvre à tout le monde, y compris aux militants conservateurs, mais moins à leur chef. Les militants ou ceux qui attendent peut-être plus discrètement en coulisses, mais ça, c'est une autre histoire. Michel? Je suis un peu comme Alec. Moi, c'est bien sûr le départ de François Legault. C'est quand même assez rare qu'un chef fondateur d'un parti s'en aille. Et ça n'a pas toujours été des résultats faramineux quand c'est arrivé. Pensez au départ de René Lévesque. Mais Mme Fréchette a donné un nouvel élan à la CAQ. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est une transition qui s'est bien passée. Et pour la CAQ, ça donne au moins un espoir alors qu'il n'y en avait pas avant. On dirait qu'elle a réussi à incarner le changement. En tout cas, un peu le changement que réclamait ou que souhaitait. Il y a des malchances quand la vérificatrice générale rappelle la filière batterie puis combien ça a été. C'était probablement pas ce qu'elle souhaitait voir. C'était pas ce qu'elle souhaitait voir, mais elle peut pas enlever l'héritage de François Legault. Mais la façon dont ça s'est passé, étant donné que c'est un père fondateur puis que d'habitude ça crée des divisions, ça n'a pas été trop mal. Oui, puis ça aide que les autres partis n'aient pas des chefs qui inspirent un coup de cœur. Quand on regarde les sondages, là, on ne le voit pas, le coup de cœur. Donc, ça permet aux gens de reconsidérer la CAQ avec un chef différent, en se disant peut-être que ça va se passer différemment. Je suis d'accord avec Michel, par contre, le bagage est lourd. Oui. Oui, non, c'est ça. Elle n'arrive pas. C'est pas M. Carney l'année passée à Ottawa. On arrive avec un bagage, faisait partie de ce gouvernement-là. Ça nous fait se demander est-ce que François Legault n'est pas parti quelques mois trop tard aussi. Parce que visiblement, Christine Fréchette sait quoi faire de son temps. Imaginez si elle avait eu peut-être 6 mois de plus pour être capable de bien s'installer. Alors peut-être que le fondateur est quitté un petit peu tard. C'est ce qu'on peut voir. Tous les fondateurs. C'est ça. Ils sont toujours indispensables jusqu'à temps qu'ils ne le soient plus. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une question de perception. Je reste avec vous. La leçon, l'erreur politique, pardon, Alec. Depuis le début de l'année, je pense que c'est Danielle Smith et sa gestion de la question souveraineté en Alberta. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, mais ça remonte à plus loin. Là. On dirait qu'elle a voulu utiliser un peu le mouvement souverainiste albertain comme un levier de négociation auprès d'Ottawa. Puis c'est comme si elle avait créé un monstre avec lequel elle ne sait pas comment composer. Là, on est rendu avec une question albertaine de référendum un peu alambiquée. Voulez-vous rester? Voulez-vous un autre référendum? Le camp du oui, pas très organisé. Le camp du non. Tout le monde est un peu là, mêlé en Alberta. Et c'est beaucoup de Danielle Smith qui a mal géré à la base ce mouvement-là, je pense. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Une fois que tu mets à l'agenda un référendum, tu ne contrôles plus vraiment la destinée du résultat que ça peut donner. Ça complique la vie à pas mal de monde, en commençant par le gouvernement fédéral, mais aussi les mouvements souverainistes ailleurs. Alors non, c'est assez compliqué ce qui se passe en Alberta. Pour en parler à M. Cameron en Angleterre, oui, avec le Brexit, qui avait mal calculé son coût. Voilà, c'est ça. Chantal, votre erreur politique? Le vote de confiance des conservateurs à l'égard de Pierre Poilievre. On ne s'est posé aucune question. On a passé l'éponge à toute vitesse sur la perte quand même d'une avance qui parfois était de 20 points. Donc, il n'y a pas eu d'examen de conscience. On n'a rien demandé au chef à part de lui dire « t'es bon quand même ». Et qu'est-ce qui est arrivé? Si vous regardez la courbe des sondages, ce vote a lieu. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça commence vraiment la descente aux enfers du Parti conservateur. Jusqu'à ce qu'on se réveille cette semaine avec un sondage dans la presse qui montre qu'au Québec, 60 des électeurs ont une mauvaise impression de Pierre Poilievre. C'est beaucoup. Bien, c'est difficile de revenir d'un concours d'impopularité qu'on gagne aussi fort que ça, surtout que quand on regarde les chiffres comparables, Mark Carney au Québec, plus que 50 l'apprécient, mais Yves-François Blanchet aussi. Alors, c'est pas parce que Mark Carney prend tout. Les gens trouvent que les deux font de la belle ouvrage, en gros, une majorité. Et quand il arrive à Pierre Poilievre, la porte est fermée. Monsieur Poilievre, les conservateurs avaient organisé ça aussi pour que ce soit... C'était rapide, c'était en Alberta, en territoire conservateur. On voulait quelque chose de pas trop divisif. Et personne n'a levé la main pour poser des questions, pour se dire, attendez un instant, parce que tout ce que vous dites est vrai, mais c'était vrai aussi pour Thomas Mulcair, en Alberta, rapidement. Puis on se souvient que les militants néo-démocrates, dans ce cas-ci, probablement à tort, dans leur cas, mais on fait le contraire.
Oui, c'est fait, effectivement. Dynamique un peu différente, oui. Michel... Preuve qu'on ne se parle pas d'avance, j'ai pris la même chose que Chantal, c'est-à-dire l'erreur, c'est des militants conservateurs qui l'ont eu, qui l'ont fait en gardant M. Poilievre. C'est vrai que ça presse pas tant que ça d'avoir un nouveau chef. Ils peuvent l'user encore un peu. Mais ils ne savaient pas quand ils ont voté. Mais ils ne savaient pas quand ils ont voté. Puis, d'autre part, le mal que ça fait au parti, on le voit se lever à la Chambre des communes à la période des questions, on dirait qu'il n'est jamais sur la coche. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on n'a pas l'air d'un parti de gouvernement. Pendant ce temps-là, Mark Carney, lui, est allé chercher une majorité, en partie allant chercher des députés conservateurs. Il y a quelque chose qui ne marche pas au Parti conservateur du Canada. Là. Je vais rester avec vous, Michel. La leçon politique... On n'enterre pas aussi facilement que ça un parti politique au pouvoir. C'est beau pour la CAQ, c'est beau aussi pour les libéraux. Les libéraux l'année passée, oui. Certains disaient, monsieur, il est minoritaire, Carney, comment ça se fait? Bien, il est allé chercher une majorité. La CAQ a changé de chef. Elle remonte dans les sondages actuellement. C'est pas encore le pactole puis l'élection des gens. On ne forme pas le gouvernement, le prochain gouvernement encore, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, le fait d'être au pouvoir dans notre système parlementaire, là, c'est gros, puis ça sert. Quand tu sais t'en servir. Oui, c'est ça. Bien, Mme Fréchette semble elle s'en sort relativement bien. Chantal, la leçon politique de l'année? J'ai moi aussi regardé Mme Smith, qui a pris des détours pour faciliter la vie au courant séparatiste, parce que la moitié des membres de son parti, là, entendons-nous, ça n'a rien à voir avec ses sympathies séparatistes, parce que la moitié de ses membres sont de cette mouture-là, sans doute une partie de son caucus aussi. Mais la leçon, c'est, à force de nourrir la bête, elle va finir par t'avaler. Et c'est à peu près là où on est en Alberta. Je regardais, c'est extraordinaire. Mme Smith va faire campagne pour le fédéralisme. Les gens qui sont le plus contents de sa gestion de la chose sont les séparatistes de son parti, même si les leaders séparatistes veulent sa tête parce qu'elle est passée séparatiste. Et là, tu te dis, mais c'est qui tes amis à ce moment-là? Quand la majorité des gens, finalement, 56 désapprouvent de ta gestion du dossier. Ça veut dire que personne n'est content. Tu as un problème. Ça veut dire un moyen mal de tête pour gérer ça en route vers le référendum au mois d'octobre pour Mme Smith. Là. Oui, parce qu'il va falloir qu'elle défende son leadership jusque-là, puis on verra après. Savez-vous combien ils vont engager de travailleurs d'élection pour compter les votes? Parce qu'il y a une dizaine de questions. Et c'est des petites cartes de couleur. Une question, 60 000. Et ça va coûter plus cher qu'une élection provinciale. Ça crée de l'emploi. Mais ça crée... Oui, c'est ça. J'allais dire, il y a beaucoup de gens en Alberta qui vont travailler ce soir-là. Alec, leçon politique? J'ai choisi Mark Carney. La leçon politique, ce serait de ne pas se prononcer lorsque personne ne nous le demande. Et là, je pense aux 50 plus 1. La loi sur la clarté. Qui ne s'applique pas à l'Alberta, mais quand même, Mark Carney a décidé, lui, de l'utiliser, même s'il ne s'applique pas, pour dire ce qu'il en pensait du 50 plus 1, ce qui lui a valu une dénonciation unanime de la classe politique au Québec, y compris des fédéralistes. Donc, erreur, mais je pense que plus largement, il y a un problème de réflexe sur certains dossiers au bureau du premier ministre Carney qui concernent le Québec. Parce qu'on revient un peu en arrière. Il y a eu le discours à la Citadelle de Québec où il y avait un paragraphe clairement problématique qu'on a quand même choisi de lui laisser prononcer. C'est sûr que quand lui, il les écrit, les discours, puis que ceux autour de lui ne sont pas capables de le mettre au défi, c'est un problème. Mais quand même, on aurait dû apprendre là qu'il y a un problème avec certains réflexes. J'ajoute même la décision du CRTC sur les redevances pour les géants du Web, le fameux 15 qu'on juge trop élevé. C'est probablement trop élevé. Il y a probablement un plaidoyer à faire pour expliquer pourquoi actuellement, lorsqu'on renouvelle la CEUM, c'est pas une bonne idée d'aller là. Mais on a tellement fait un mauvais service après-vente, dans le cas de Mark Miller, que même ceux qui sont contents qu'on ajoute 600 millions de dollars pour aider l'industrie audiovisuelle ne comprennent pas pourquoi le gouvernement n'est pas d'accord avec le CRTC. Donc, encore une fois, c'est sûr que c'était au Québec où ça allait frapper le plus fort, cette décision-là. Les géants du Web, au Québec, il y a quelque chose de particulier. Donc, là, ça fait 3 événements où on se dit, on répond sur différents sujets sans qu'il y ait personne qui dise, hey, au Québec, ça va sortir différemment. Ça, il faut qu'on commence à faire attention à ça. C'est un peu de discipline. Puis la compréhension de la façon dont ces questions-là résonnent au Québec, des fois, on a l'impression que c'est faux un peu. Ou on n'a pas. Il y a un écosystème au Québec. Il faut en tenir compte. Puis je suis pas certain qu'on en tient toujours compte. Et pourtant, son bureau est plein.
de conseillers québécois. C'est pas parce qu'il est isolé. Il y en a. Il y a des mauvais réflexes. Le triangle de tête, c'est 2 Québécois. Puis peut-être qu'ils ont besoin de parler un petit peu plus fort. On verra. Enfin. Bon, ça, c'était les événements. C'était les éléments qu'on a retenus les derniers mois. En retour, on va se pencher sur qui a brillé, qui a échoué. Bulletin des politiciens. C'est dans quelques minutes. À tout de suite. Ça a été une session parlementaire fort occupée. Un premier ministre qui s'est promené beaucoup à l'étranger. On a discuté à Séoul avec les États-Unis. Qui a bien fait? Qui aurait peut-être eu avantage à modifier un peu son approche? Je commence avec vous, Michel, le politicien qui a brillé. Pas trop difficile, évidemment, Mark Carney. Écoutez, il a quand même l'exploit d'avoir un taux de satisfaction au-dessus de 50 actuellement. Voici quelqu'un qui s'est fait élire minoritaire, qui est devenu majoritaire. Voici quelqu'un qui, à l'international, fait beaucoup de choses. Le discours de Davos avait été un grand moment pour lui. Ouais. Il n'aurait peut-être pas dû faire celui des Plaines d'Abraham, mais ça, c'est une autre histoire. Écoutez, il a dominé la scène politique canadienne comme j'ai pas vu beaucoup de gens dominer la scène politique depuis très longtemps. Ouais. Alec? Bien, on va pas s'obstiner là-dessus. Là. C'est le politicien le plus populaire au Canada. Il y a Scott Moe en Saskatchewan qui est encore très populaire. Mais Webb Kenu au Manitoba, mais rien de l'ampleur de Mark Carney. C'est ça, c'est dur à battre. Je veux dire, 50 d'intention de vote dans certains sondages. C'est un Canadien sur 2, malgré la diversité d'opinions, malgré la grandeur... Y compris au Québec, malgré la grandeur du pays, qu'un Canadien sur 2 souhaite voter pour lui, c'est quand même énorme. Puis son discours de Davos dont parle Michel est encore cité 6 mois plus tard comme un des grands discours, ce qui est très rare pour un premier ministre canadien, mais en politique tout court, les grands discours, on n'en a plus tant que ça. Ça a marqué l'imaginaire. Ici, ça a marqué beaucoup l'imaginaire en Europe. Encore en Europe, on parle de ce discours-là très régulièrement. Donc, oui, il y a eu quelques coches mal taillées, j'en ai parlé tout à l'heure, mais reste que sur le portrait général, pour Mark Carney, ça a été un très bon 6 mois en 2026. On recevait l'ambassadrice de l'Union européenne au Canada il y a quelques semaines qui nous disait les gens font la file pour rencontrer Mark Carney en Europe. Juste sur la base du discours de Davos, ça donne une idée de l'impact que ça a eu. Donc, pour des raisons différentes de quand il faisait la file pour Justin Trudeau. Oui. Ben oui, moi aussi, j'ai choisi Mark Carney parce que ça l'aide sur la scène internationale, cela dit. Il brille d'autant plus qu'il y a peu de gens qui brillent. Oui. Quand on regarde Emmanuel Macron, quand on regarde ce qui arrive avec Keir Starmer, on arrive à la conclusion qu'on est pas mal tout seul dans le moment, qu'ils ont un premier ministre qui est populaire, qui est du côté progressiste, en principe en tout cas, sur l'échiquier, puis qui a encore tant de capital politique à dépenser. Mais il fait aussi des choses que des premiers ministres précédents n'auraient pas été capables de faire parce qu'il vient d'où il vient. Et là, je vous donne l'exemple de cette entente sur le gaz naturel liquéfié qu'on va vendre à l'Allemagne. Et là, tout le monde a dit, bien, voyons donc, le gaz liquéfié qu'on va vendre à l'Allemagne, il arrive au bout du tuyau en Colombie-Britannique. Mais non, parce qu'il y a des échanges. Alors, on échange ce qui se vend à une place et ça nous permet, nous, d'être des gens qui vendons, techniquement, du gaz liquéfié. C'est le genre de passe auquel, franchement, il aurait fallu passer quelques temps pour expliquer la chose à Justin Trudeau, mettons. Parce que et il connaît des mécanismes comme ça qui fait qu'il peut parler aux autres chefs d'État ou de gouvernement. Et ils savent qu'il parle à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ouais. C'est quand même rare. Il doit d'ailleurs faire un peu de pédagogie de temps en temps dans des rencontres internationales, je présume, sur des trucs comme ça. À huis clos. Oui, à huis clos, évidemment. C'est jamais bon de faire la leçon. Non, pas en public. Politicien qui a échoué, Michel. La contrepartie, Pierre Poilievre, pour l'ensemble de l'œuvre, je serais tenté de dire, mais il avait quand même réussi, au moment de l'élection, à garder M. Carney en minorité. Ils sont partis de son parti pour aller rejoindre Carney. Ça, déjà, c'est un problème. Mais on sent tous qu'il vit sur du temps emprunté, malgré le vote de confiance qu'il y a eu à son congrès. Il n'y a personne qui serait surpris si demain matin, on apprenait qu'Hawaï a décidé que c'était assez. Alors...
c'est pas mal lui qui a le plus échoué sur toute la ligne dans la politique canadienne cette année. Transfuge, 4 conservateurs, 1 néo-démocrate, mais quand même 4 conservateurs, hein? c'est beaucoup, Chantal. Oui, puis on serait soulagés peut-être s'il partait, parce que pour avoir couvert, lui et moi, John Turner, qui a passé par là, c'est pas agréable de regarder un chef se faire descendre lentement, mais sûrement. Ah, j'ai choisi le même qui était celui qui avait brillé, Mark Carney, parce que quand même, tout n'est pas tout rose, à la même date l'an dernier, M. Carney nous disait qu'il allait vraisemblablement régler la guerre tarifaire ou trouver un début de règlement. On a des dates. Oui, ça a commencé par être la mi-juin, le G7. Après ça, c'était le 21 juillet. Après ça, c'est le 1er août. Au fil de l'année, on a fait des concessions, entre autres sur les géants du Web. Encore très récemment, on a enlevé des contre-tarifs. On est à peu près au même endroit, là, au moment où on prépare cette émission-ci. Donald Trump se promène en disant qu'il ne veut rien avoir d'importé du Mexique ou du Canada. On est exactement à la case départ. Il n'y a eu aucun règlement, aucun adoucissement des tarifs sectoriels sur l'acier, l'aluminium, l'auto. Et à la fin, M. Carney a quand même été élu pour gérer cette relation canado-américaine. Alors, il y a un test qui s'en vient. Et d'autre part, pour mémoire, à cette date-ci l'an dernier, Mark Carney disait encore qu'il n'était pas question de se lancer dans l'aventure d'un pipeline. Mm-hmm. On n'est plus là. Comme l'a dit le premier ministre, les temps changent. Les temps, oui, effectivement. Alec? J'avais choisi Pierre Poilievre aussi. Je veux juste ajouter à ce que Michel disait que c'est pas seulement que les intentions de vote ont diminué, c'est pas seulement qu'il y a les transfuges, c'est qu'il a perdu de la pertinence dans la conversation. Ouais. On se demande plus ce que Pierre Poilievre va dire. On se demande pas qu'est-ce qui amène à la dynamique. Ses points de presse à la Chambre des communes, puis vous êtes à la Chambre des communes tous les jours, ils sont beaucoup plus souvent accueillis par un haussement d'épaule que parce que, plutôt que savoir, bon, qu'est-ce que le chef de l'opposition va dire sur ce sujet. Il n'y a plus de surprise parce que c'est toujours les mêmes choses, puis il s'est un peu effacé de la dynamique. Et pas seulement parce qu'il y a un contexte, oui, majoritaire, évidemment, ça lui nuit. Mais tout le monde a un peu l'impression qu'il vit sur du temps emprunté. Et ça, pour être pertinent dans le débat public, c'est jamais très bon. Alors, en 6 mois, s'effacer comme ça de la dynamique, on peut pas dire que ça lui a bien réussi. Non, ça n'a pas été... Puis ça ne peut... Il faudrait que ça s'améliore s'il veut que ces choses s'améliorent. Puis ça, c'est toujours compliqué. Maillon faible, oui. Chantal? J'ai choisi le cabinet fédéral, mais pas au grand complet, mais... Non, mais il y en a une partie. En grande partie, pourquoi? C'est parce que, il y a des ministres dont je ne sais toujours pas à quoi ils servent, mais je suis toujours étonné d'apprendre leur nom puis de découvrir qu'il y a un ministre de telle chose. Je me dis, ah ouais, regardons ça. Okay. Généralement, je n'en entends pas parler. Il y a des ministres qui ont des gros dossiers, mais dont j'entends jamais parler dans leurs gros dossiers de façon... Est-ce qu'on a encore vraiment un ministre de l'Environnement? Ah oui. Parce que pour faire d'autres choses que de dire tout va bien et on va atteindre nos cibles sans preuve à l'appui, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. On n'a pas l'impression que ce créneau-là est défendu. On peut dire la même chose de l'immigration. Ah oui. On en a parlé de Mme Diab, oui. C'est assez pathétique. Et ça, c'est juste 2 exemples. Là. Il y en a d'autres. Mais à la fin, M. Carney va faire des élections complémentaires. Il en a fait quelques-unes. Ce serait une bonne idée, peut-être, qu'il fasse un peu de ménage des restes qu'il a remis ensemble pour se faire un cabinet, puis qu'il essaye de nous présenter un cabinet qui ressemble plus au gouvernement. Michel? Le maillon faible, c'est Charles Milliard. On ne l'a pas entendu vraiment parler. On ne sait pas où il est. On ne sait pas... il n'a pas fait un grand discours. Les gens se souviennent de lui parce qu'il a dit qu'il y avait 2 langues officielles au Québec. Alors que, bon, il a beau dire, oui, c'était un lapsus, puis c'était dans une expression en anglais, mais il l'a dit pareil, puis il ne s'est pas rendu compte qu'il le disait. Mais surtout, on ne sent pas au Parti libéral du Québec que les gens ont le couteau entre les dents, que les gens ont le goût d'aller se battre pour Charles Milliard. Et ça... Ou pour des idées. Ou pour des idées. Ouais. Et d'avoir quelques idées, ce serait probablement intéressant aussi. Mais on dirait que ce qu'il a à faire comme chef n'est jamais fait. Et ça va lui causer des problèmes d'ici la rentrée parlementaire, je pense, parce que c'est pas en faisant des épluchettes de bulletins cet été qu'on va régler ça, là. D'ici l'élection de l'automne, ça va être compliqué. Votre maillon faible, Alec? Léna Diab, oui, la ministre invisible de l'Immigration fédérale. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de dossier sur lequel elle pouvait se prononcer. Je dirais, on a eu 3 mois de controverse au Québec sur le PEC, le programme de l'expérience québécoise, dont le fiasco repose en grande partie sur les épaules de Québec, mais pas totalement.
La volonté d'Ottawa de diminuer les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants également fait en sorte qu'on ne renouvelle pas les permis de gens qui auraient besoin de quelques semaines, quelques mois de plus pour se qualifier pour le programme québécois. Ouais. On l'a expliqué, on l'a dit, elle n'est jamais sortie pour expliquer la position du fédéral. Et quand même, tes propres collègues autour du Conseil des ministres, de la table même du caucus, commencent à parler à des journalistes, pour l'instant évidemment à micro fermé, disant « on ne voit pas pourquoi elle est là, on ne comprend pas quelle compétence elle a pour faire ce travail-là ». Elle n'a donné aucune entrevue, alors que c'était dans l'actualité jour après jour. Elle n'en a donné aucune. Moi, à mon émission de radio, je l'ai sollicité 20 jours consécutifs. 20 Donc, journées. 20 refus. Même la ministre de l'Environnement est allée à son émission. Exact. Mais pas Léna Diab. Bon. C'est pas les sujets qui manquent. Et c'est un dossier important, l'immigration. Et malgré tout, elle est aux abonnés absents. Elle n'a pas l'air de comprendre son rôle. Donc, clairement, un maillon faible à remanier, comme disait Chantal éventuellement. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été... Puis on l'entend, on les Et elle entend. parle français. C'est pas parce qu'elle ne parle pas français. Et on les entend, les commentaires en coulisses à son sujet. Bon, là, on finit toujours quand même sur une bonne note. La révélation de l'année, une étoile montante, Chantal? Bon, là, révélation, étoile montante, c'est un petit peu exagéré. Mais c'est sûr... On peut modérer un peu la chose. C'est sûr que la personne qui semble monter, c'est Christine Fréchette. Et pour beaucoup de... Je pense pas pour nous, parce qu'on avait déjà remarqué, je pense qu'il y a un an ou deux, c'était la ministre dont on avait vanté l'efficacité. Oui, effectivement, elle faisait partie des... Oui. Mais pour beaucoup de Québécois, elle n'était pas très connue. Et c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent quelqu'un qui est plus solide que ce qu'ils imaginaient de l'extérieur. L'image de la CAQ qui était devenue tellement imprévisible, brouillonne, le rapport de la vérificatrice générale en témoigne, là, que ça fait changement maintenant. Est-ce que c'est Kim Campbell ou c'est Mark Carney? On ne sait pas. Ouais. On le verra. Ça va finir entre les deux. À suivre. J'imagine que dans un bon scénario, c'est mieux de finir entre les deux que de finir comme Kim Campbell. Ouais. Moi, j'ai le privilège d'avoir une idée de vos... Il y a encore une communion d'esprit sur celle-là, Alec? Oui, parce que Christine Fréchette incarne à une époque où on a besoin d'être davantage rassuré qu'ébloui. Elle incarne ça. Un peu comme Mark Carney, puis je dis pas du tout que ça va être la même chose, mais c'est avoir des politiciens qui, dans un contexte géopolitique très instable, où on n'est pas à l'abri d'une surprise à chaque jour qui vient des États-Unis, d'avoir Christine Fréchette, Mark Carney, il y a d'autres chefs politiques qui incarnent ça aussi, une espèce de stabilité, une réflexion. Normalement, on prend le temps de réfléchir avant de parler, on prend le temps de travailler nos dossiers. Elle a cet aspect studieuse qu'elle avait lorsqu'elle était ministre. Chantal a raison, on en a déjà parlé ici, qu'elle transpose du côté d'être premier ministre. Ceci dit, elle traîne le legs de la CAQ. Ça, pour elle, ça va être la plus grande difficulté. C'est le gros défi. Mais personnellement, sur son image personnelle, je pense qu'elle s'en sort plutôt bien. Michel? J'avais mis Christine Fréchette aussi, mais je vais faire comme au football, là, quand le corps arrière décide qu'il appelle un jeu qu'il n'avait pas prévu, là, calling an audible. Yann Lafrenière, qui est le vice-premier ministre, qui est le ministre des Affaires autochtones, et qui donne l'impression à Québec que quand le boss n'est pas là, il y a un boss pareil. Ouais. Et c'est ça la job du vice-premier ministre, c'est à un moment donné de garder la place ensemble pendant que le premier ministre, des fois, a d'autres choses à faire. Et il le fait très bien. Et en plus, c'est probablement le meilleur ministre des Affaires autochtones qu'on a eu au Québec depuis des années et des années. J'allais dire, très bon travail de vice-premier ministre, mais extrêmement apprécié dans les communautés autochtones. Bon, nous, on va à la pause. Au retour, campagne électorale québécoise qu'on va surveiller, évidemment. Y aura-t-il d'autres dossiers sur lesquels on devrait garder un œil? Quelques pistes de réflexion après la pause. À tout de suite. We don't need anything that Canada has. We don't need anything that Mexico has, but they need everything that we have. Il y aura toujours donc des gens pour dire c'est pas le bon moment de parler de la naissance d'un pays. Il y a un travail à faire au niveau de la notoriété de notre chef. It's going to, I believe, convince a few more people that Canada's worth fighting for. Entre les élections au Québec l'automne prochain et les négociations de l'ACOM au cours des prochains mois, que devrait-on surveiller? Je me tourne vers Michel. Qu'est-ce qu'on surveille? Commençons par surveiller du côté des élections québécoises. D'ici au déclenchement, vous allez garder un œil sur quoi, vous? Peu de gens l'ont remarqué parce qu'ils sont restés au numéro 1 pendant tout ce temps-là, mais le Parti québécois a perdu à peu près 1 point par mois depuis 1 an. Là, dans le dernier sondage, celui de la presse cette semaine, ça s'était stabilisé. Mais quand même, il y a une tendance. Ça, il faut surveiller ça parce qu'on ne peut pas arriver à l'élection sur une pente descendante comme ça. Et la clé de l'élection,
évidemment, va être la question du référendum qui n'a pas changé d'importance pour les électeurs qui n'aiment pas ça. Alors, ça, c'est un problème majeur pour le PQ. À un moment donné, il va falloir qu'ils se rendent compte que, quelque part, comme les 2 tiers de la population ne veulent pas de référendum, c'est l'éléphant dans la pièce, mais on n'en parle jamais au Parti québécois. Alors, il faudra voir comment ça se passe. Ils sont aidés par plein de choses, y compris l'espèce de transparence de M. Milliard qui n'est jamais là. Mais il faudra voir si ça tient jusqu'à l'élection. C'est pas comme s'il a manqué d'occasion de marcher un peu sur la peinture ou de réajuster le tir, puis il l'a pas fait depuis plusieurs années. Alors, j'ai de la difficulté à le voir réajuster d'ici la campagne. On verra, Alex. S'il faisait ça, ce serait René Lévesque puis le beau risque. Non, c'est ça, il va pas reculer. Ça serait l'implosion. Il a essayé de nuancer en disant, ça serait pas au début d'un mandat, donc on attendrait que Trump parte, mais c'est sûr que sur la promesse, ils vont pas bouger. D'ailleurs, c'est ce que moi, je vais surveiller, pas d'ici le déclenchement, mais pendant la campagne électorale. Est-ce que le vote anti-référendum va rester séparé entre plusieurs partis politiques? Parce qu'actuellement, ce qui aide le PQ, c'est que ceux qui ne veulent pas de référendum sont divisés entre la CAQ, entre le Parti libéral, entre le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Alors, actuellement, les électeurs pour qui ça va être une question très importante de ne pas avoir de référendum vont à un moment donné se chercher un champion. Pendant la campagne électorale, quelqu'un va devenir ce joueur-là, à moins qu'on reste tous dispersés là, dans la part des électeurs qui souhaitent le maintien dans le Canada. Peut-être que ça va rester comme ça. Puis au Parti québécois, je pense qu'on serait très content que ce soit ça. Ça va les servir. Mais si au débat des chefs, il y a un des chefs qui se distingue des autres, je pense qu'il pourrait y avoir un effet d'entraînement, ce qu'on appelle un effet bandwagon, un effet d'entraînement important pour le dernier 10 jours de la campagne, pour le parti qui va incarner le choix de ne pas tenir de référendum. Et ça va être à surveiller la dynamique pendant la campagne électorale. Ouais. Très, très intéressant, effectivement. Est-ce qu'on peut coaliser ces gens-là derrière? Et ce ne sera pas automatiquement le Parti libéral, comme ça a été le cas depuis des lunes. C'est ça, effectivement, parce que là, il y a 3 joueurs sur l'échiquier, 4 si on même régionalement, ça pourrait être différent d'une région à l'autre. Oui. Intéressant. Et il y a même 70 veulent voter non. Là-dedans, il y a des souverainistes qui disent non parce qu'ils ne veulent pas aller à une défaite. Ils sont plus susceptibles de regarder la CAQ que de regarder le Parti libéral de Charles Milliard. Et si M. Milliard n'occupe pas plus son espace, c'est extraordinairement risqué pour le Parti québécois. Parce qu'à partir de ce moment-là, les gens qui sont tièdes vis-à-vis des libéraux, tièdes vis-à-vis le PQ, ou encore plus, pas du tout intéressés, vont regarder où? Ils ne vont pas regarder chez Éric Duhaime parce qu'il ne battra pas le PQ, il ne deviendra pas premier ministre. Mais moi, je vais quand même, parce qu'on n'élit pas seulement des gens pour préparer un référendum, message à M. Milliard, mais pour gouverner le Québec, je vais regarder la qualité du recrutement des partis d'ici au déclenchement des élections. Parce que dans le moment, là, on n'est pas en train de nous présenter d'équipe du tonnerre nulle part. Il y en a quoi, une trentaine à la CAQ qui quitte? Il faut remplacer 30 personnes. Et ça, on ne sait même pas si c'est la fin des annonces de gens qui ne reviennent pas. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas un gros caucus, donc il a besoin de nous montrer c'est qui son Jacques Parizeau, par exemple. C'est qui le ministre des Finances de Charles Milliard. C'est des choses qui ont... tout le monde veut parler du référendum, mais ça, c'est ce qu'on veut pas. Mais à la fin, quelqu'un va devoir gouverner le Québec, pas seulement préparer un référendum ou dire « Phew, je vous ai sauvé d'un référendum ». Et les chefs ne sont pas en train d'impressionner dans le sens de « wow », ils ne prennent pas toute la place. L'équipe va être importante. Ça prend une équipe. Puis d'ailleurs, on avait reproché ça l'année dernière à M. Poilievre, qui avait de la difficulté à présenter une équipe et à dire qui serait dans mon conseil des ministres, gérer les gros dossiers. Alors, erreur à ne pas répéter pour les partis au Québec. Je reste avec vous, Chantal. Il n'y aura pas on ne parlera pas que des élections au Québec. Qu'est-ce que vous allez surveiller au cours des prochains mois comme autre dossier? La CA. On n'y échappera pas. Puis ça va durer parce qu'on a déjà entendu de toutes les parties concernées qu'il ne faut pas considérer que le 1er juillet, tout le monde se transforme en citrouille. Ça va continuer au-delà de la date du 1er juillet, vraisemblablement dans l'automne. Mais aussi cette espèce de coïncidence entre la date du référendum en Alberta, sur le référendum, et des élections au Québec, et l'échéancier de Mark Carney sur le projet de pipeline de l'Alberta. Le 1er juillet, elle est censée, Mme Smith, la première ministre, présenter un projet au gouvernement fédéral. 1er octobre, le gouvernement fédéral est censé dire
Si c'est un projet d'intérêt national, on a hâte de voir qui va le payer. Puis on vote le 5 octobre et les Albertains le 19. Ouais. Alors, pour le mois d'octobre, je pense que jusqu'à l'Halloween, ça va être vivant. On va être occupé. Ouais. On a quoi jaser. J'ai pas trop d'inquiétude. Ouais. Alec? Ouais, j'ai hâte de voir la contamination des deux débats ensemble. Oui. Élection provinciale, élection référendaire en Alberta en même temps, c'est complètement inusité. Là. Alors, ça va être très intéressant. Mais je vais rester avec un sujet que, vous savez, j'apprécie particulièrement. Qu'est-ce qui va se passer avec l'entente Terre-Neuve-Labrador-Québec sur Churchill Falls? Tony Wickham a dit, écoutez, on va renégocier tout ça. À Québec, on s'est montré ouvert à l'idée tant que l'équilibre dans l'entente est maintenu. Mais là, tout le monde, on l'a dit, a intérêt à s'entendre. Oui. Mais l'échéancier est très, très court pour une entente qui est très, très complexe. Tony Wickham n'a pas avantage à ce que Christine Fréchette quitte le pouvoir et que le PQ s'y installe. Eux, négocier avec Terre-Neuve et Labrador, ont déjà dit qu'ils n'aimaient pas l'entente. Ouais. Alors, si le PQ gagne, c'est compliqué pour Terre-Neuve, qui a aussi besoin de renouveler cette entente-là. C'est pas vrai que qu'Hydro-Québec qui le veut. Et Christine Fréchette, je pense, serait bien contente de pouvoir dire, regardez, j'ai réussi à aller chercher finalement une entente sur cette question-là. C'est juste qu'on se demande, est-ce qu'ils ont commencé à négocier? Est-ce qu'ils se parlent? Vont-ils le faire pendant l'été? C'est très flou. Tout le monde est discret. On ne veut pas en dire trop. Mais si on n'a pas réglé ça avant la mi-août, on ne va pas régler ça en pleine campagne électorale. Donc, ça va être à surveiller d'ici la fin de l'été. Là. Effectivement. Et rapidement, votre dossier à surveiller, Michel? Moi, je vais surveiller la qualité de la gouvernance de la CAQ d'ici à l'élection. Pas juste de la première ministre, mais des ministres, des gens qui sont dans une nouvelle fonction pour la plupart. Ils ne peuvent pas se permettre beaucoup de gaffes. Hein? Et d'autre part, on a dit de ce parti-là très longtemps que ça aurait pu s'appeler le Parti François Legault. Il ne faut pas que ça s'appelle le Parti Christine Fréchette non plus, parce qu'on ne sera pas plus avancé. Il faudra voir ce que les nouveaux ministres vont faire avec leur ministère. Puis il y a un danger de dérapage inhérent à cette situation-là. Intéressant à surveiller, effectivement. On va faire des choses à discuter l'automne prochain, pas mal. Entre-temps, évidemment, il y a les vacances qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'on fait en vacances? On se promène un peu, on lit. On a quelques suggestions pour nos politiciens. On fait le tour de ça dans quelques minutes. Tout de suite. Alors, fin de session parlementaire, ça veut dire début de vacances. Probablement que mes collègues ici ont des idées de vacances, mais quelques suggestions pour nos politiciens. Je commence avec vous, Alec. Où est-ce qu'on envoie, qui on envoie en vacances, à quel endroit? Avez-vous une petite idée? N'importe où, mais je leur conseillerais de doser leurs énergies à nos politiciens à Québec. Je sais que c'est contre-intuitif. Ouais. Tout le monde dit que c'est une pré-campagne électorale, il faut être visible, il faut faire le tour des épluchettes de blé d'Inde. Allez-y avec modération pour le mois de juillet à tout le moins, parce que les chefs ont tendance parfois à beaucoup s'exciter l'été, mais au mois de juillet, les gens ne sont pas très attentifs. Et ils ont davantage besoin de leur énergie, de leur capacité de concentration, de leur capacité de travail à partir de la mi-août, quand ça se corse vraiment et que la campagne électorale commence à la fin du mois d'août. S'ils ont passé le mois de juillet à faire des tournées et qu'ils arrivent au bout du rouleau en août, ils vont avoir une mauvaise campagne électorale. Donc, je sais que tout le monde va leur dire « Faites des événements, faites des événements ». Moi, je leur dis « Reposez-vous, allez en vacances, lisez quelques livres et ayez une capacité de travail optimale quand ça compte à partir de la mi-août ». Bon, on reviendra pour les livres, Michel. Ils vont tous faire la tournée des épluchettes de blé d'Inde cet été à ces préélectorales. Ouais. Qui en profitent donc pour aller voir, pas loin des épluchettes de blé d'Inde, des sites qui ont été vraiment victimes des changements climatiques au Québec. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Ça va peut-être les intéresser et leur donner quelques idées sur des priorités qu'ils pourraient avoir. Un thème de campagne électorale, peut-être, j'entends. Ils vont tous s'en aller au Stampede de Calgary, malgré les bons conseils d'Alex. Pas ceux du Québec, là, mais au fédéral, oui. Oui. Mais projet de vacances, il n'y en aura pas de vacances pour les chefs du Québec. Ça ne sert à rien de leur donner des suggestions de vacances. Ça arrivera pas. On s'en va en campagne électorale. Par contre, et on m'a déjà parlé d'ailleurs de début pour un parti, début de pratique de débat des chefs. Ah oui. On est en juin. OK. Alors, ils ne suivront pas mon conseil de doser leurs On donne les conseils, ils ne sont pas obligés de les accepter. Hein? Et nous, on a une règle dans ce qu'on fait. Si vous avez quelque chose d'important à dire en juillet, préparez-vous à le répéter en septembre. Exact. Ça vaut pour les politiciens. Mais Pierre Poilievre, il a passé l'été dernier en campagne. Il y avait une élection partielle. Il a passé l'automne en campagne. Il y avait le vote sur son leadership. Et avant ça, il a passé sa vie en campagne pour les élections fédérales. Là, il serait temps qu'il prenne un pas de recul. Il a eu 47 ans cette semaine. C'est pas vieux encore. Il n'a jamais travaillé ailleurs qu'en politique, sur la colline parlementaire. Il faut qu'il commence à penser à ce qu'il va faire du reste de sa vie, parce que de présumer qu'il va la passer à être premier ministre,
ça semble moins évident. Alors, il est vraiment temps de commencer à réfléchir. De plus en plus téméraire comme pensée. On verra. Michel, suggestion de lecture. Pour tout le monde, la biographie de Jean Lesage, qui, incidemment, est la première biographie de Jean Lesage écrite en français, j'en suis pas revenu, par Jocelyn Saint-Pierre, qui est un historien de Québec. Juste pour voir, on n'a pas idée d'où le Québec partait avant la Révolution tranquille et de ce qui s'est fait en seulement 6 ans de Révolution tranquille. Une biographie de Lesage, c'est une histoire de la Révolution tranquille. Juste pour dire, une version québécoise de Yes We Can. Et on se parle pas, hein? Okay. Mais on veut que vous lisiez sur la Révolution tranquille. Alors, moi, j'ai choisi le livre de Jean-François Lisée, le tome 2 de sa saga sur l'évêque et Trudeau, qui est la section, en partie, parce qu'il y en avait trop à dire, alors il y en aura une deuxième partie, paraît-il, sur la Révolution tranquille, mais c'est la Révolution tranquille. Ça s'appelle l'évêque Trudeau, la Révolution tranquille, notre histoire. C'est même pas de la nostalgie, c'est que c'est important, des fois, de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. C'est vrai, hein? Intéressant. Moi aussi, je prends des notes parce que je manque de lecture pour cet été, Alec. Oh, moi, je suis loin de la Révolution tranquille. J'ai choisi le livre Chip War de Chris Miller, qu'on pourrait traduire par La guerre des semi-conducteurs, qui n'est pas un nouveau livre, qui est sorti en 2022, parce qu'on a beaucoup parlé du détroit d'Ormuz, qui est un lieu géographique crucial. Là, c'est un produit crucial qui sont les semi-conducteurs, la dépendance à ce produit-là dans nos sociétés et les endroits où ils sont manufacturés dans le monde, ça amène des tensions géopolitiques importantes avec la Chine, entre autres. Donc, et en plus, c'était écrit en 2022, ça n'a pas perdu rien de sa pertinence. Et c'était avant le boom de l'intelligence artificielle qui a ajouté encore plus d'importance aux semi-conducteurs. C'est vraiment à lire pour comprendre où on en est avec ce produit-là. Fantastique. Bien, écoutez, on a des suggestions de vacances, des suggestions de lecture, et c'est ainsi que se conclut notre bilan. Sur cette note, notre saison aussi se conclut là-dessus. Merci à tous nos collègues un peu partout au pays pour le travail que vous avez fait pour les coulisses. Merci aux collaborateurs. Merci à vous trois d'avoir été là. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes lectures. Et j'espère, et on se retrouve quelque part au début de la campagne électorale, fin août, début septembre. On verra ce qu'on décide à Québec. Et merci à vous, à la maison, d'avoir été là tout le long de la saison. C'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Ici Daniel Thibault à Montréal. Au nom de toute l'équipe, excellente fin de journée, bonne semaine, bon été surtout, et au plaisir de vous retrouver à la fin de l'été. Au revoir.